À la une de cette édition, les États-Unis à l'aube des élections de mi-mandat. Coup de grâce ou revanche anticipée pour Donald Trump, le scrutin est crucial. Également dans cette édition, un retour sur le conflit en Ukraine. Moyens humains, stocks d'armes et terrains d'affrontement. L'historien militaire Sylvain Ferreira reviendra sur la situation actuelle. Et puis pour terminer, nous évoquerons la nouvelle trouvaille de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a présenté un texte sur l'immigration aussi incohérent qu'irréalisable. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat approchent à grands pas. Ce scrutin du 8 novembre pourrait être à la fois un désaveu pour le président Joe Biden, mais aussi un retour en force de Donald Trump. Make Donald Trump great again. On pourrait presque considérer que c'est le véritable slogan des Républicains pour ces élections de mi-mandat. L'enjeu, les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat, ainsi que 30 sièges de gouverneurs. À la Chambre des représentants, le Parti démocrate dispose d'une courte majorité, 222 sièges contre 213 pour les Républicains. Et au Sénat, le Parti démocrate n'a la majorité qu'à une voix près. Historiquement, les termes servent de sanctions favorables ou défavorables pour le président en place. Cette fois, c'est aussi un affrontement entre deux modèles radicalement opposés, celui de Donald Trump ou celui insufflé par les ventriloques de Joe Biden. L'ancien président qui parle toujours d'élections volées au sujet de la présidentielle de 2020 voit ces midterms comme une occasion de faire un retour en force. Dès le début du mois de septembre, il a fait de sa personne un enjeu de campagne. They're trying to silence me and more importantly, they are trying to silence you, but we will not be silenced, right? Donald Trump n'est candidat ni à la Chambre des représentants ni au Sénat, mais joue un rôle décisif dans l'investiture des candidats. Un grand nombre de ceux qu'il a proposés ont d'ailleurs remporté l'investiture dans leurs circonscriptions respectives. En outre, sa présence à leurs meetings leur vole la vedette, mais pousse aussi leur popularité. Il faut dire que l'aura de l'ancien président reste immense auprès de nombreux militants et électeurs républicains. Le slogan de campagne « Make America Great Again » est entré dans le langage courant le plus souvent sous l'acronyme MAGA. Joe Biden, ou du moins ceux qui l'entourent, a bien compris l'enjeu du retour de son ancien adversaire et il ne paraît pas faire campagne pour lui-même, mais plutôt contre Donald Trump. There's no question that the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. Des attaques qui restent assez idéologiques. Autre sujet plus concret mis sur la table pendant la campagne, l'avortement. Les démocrates entendent en faire un cheval de bataille pour contrer les républicains. Présentant l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême en juin, c'est-à-dire la fin de la constitutionnalisation de l'avortement comme une tragédie, ils espèrent galvaniser leur électorat. De leur côté, les républicains ont pour thème favori l'immigration et l'insécurité, ainsi que l'inflation, thème particulièrement à propos depuis l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche. Habituellement, ces élections de mi-mandat sont un désaveu pour le président. Cette fois-ci, c'est tout un système politique qui pourrait être remis en cause. Les sondages prévoient dans leur ensemble une victoire des républicains. Les résultats pourraient toutefois faire l'objet de controverses. À quelques jours du scrutin, Donald Trump a déjà dénoncé des manigances concernant des envois de bulletins de vote dans l'État de Pennsylvanie. Rappelons que cet État traditionnellement un État pivot comptant 20 grands électeurs, avait été au centre de l'attention lors de l'élection présidentielle de 2020. Joe Biden y avait obtenu un score légèrement supérieur à celui de Donald Trump en se focalisant uniquement sur le vote par correspondance. Le vote Biden était nettement plus important. Un nouveau décompte des voix avait alors été exigé. Pendant cette campagne des midterms, l'État de Pennsylvanie partagé entre un électorat citadin et démocrate et un électorat rural et républicain sera à nouveau au cœur de l'attention. La victoire du Trumpiste Doug Mastriano au poste de gouverneur serait une victoire symbolique très forte pour l'ancien président. En ce qui concerne le Congrès, une victoire des républicains aurait des conséquences importantes sur la scène politique. La majorité à la Chambre des représentants leur permettrait de lancer des enquêtes sur l'administration Biden et même sur l'entourage du président, de refuser de voter la hausse du plafond de la dette, de remettre en question l'aide militaire fournie à l'Ukraine. Des militants vont
vont jusqu'à affirmer qu'une majorité de républicains proches de Trump dans les deux chambres permettrait de résoudre la guerre en Ukraine en moins de 2 mois. Il est vrai que pendant son mandat, Donald Trump a entretenu de bonnes relations à la fois avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, les enfants de Trump n'ont pas de relations troubles avec l'Ukraine comme c'est le cas pour Hunter Biden. Sur le plan strictement politique, une majorité républicaine au Sénat leur permettrait d'avoir l'initiative et de voter des lois, de bloquer l'éventuelle nomination de candidats proposés par Biden à la Cour suprême et même de lancer une procédure de destitution du président. Idéal pour préparer la prochaine campagne présidentielle où Donald Trump tentera de prendre sa revanche. Le conflit en Ukraine, toujours au cœur de la propagande médiatique. Tantôt en déroute, tantôt à la tête d'attaques sanglantes, la guerre est devenue le lieu de tous les paradoxes journalistiques. Faisons donc un point d'actualité avec notre expert, Sylvain Ferreira. Déroute, défaite, déconvenue, recul, fiasco. Aucun substantif n'est oublié par les médias occidentaux pour désigner les troupes russes sur le terrain ukrainien. Des descriptions souvent hasardeuses pour ne pas dire fallacieuses. Un peu plus d'un mois après la mobilisation des hommes annoncée par Vladimir Poutine, tous les combattants n'ont pas encore rejoint le front. C'est ce que nous explique Sylvain Ferreira, historien militaire, auteur de La bataille de Mariupol aux éditions Caractère. Selon les informations qui ont été données directement par le ministère de la Défense russe la semaine dernière, on est à 82 000 soldats qui sont désormais inclus dans le dispositif militaire de combat, un peu partout sur la ligne de front. On a également environ 15 000 volontaires qui sont soit en cours de formation, soit déjà arrivés eux aussi sur le front. On a Ramzan Kadyrov qui a annoncé simultanément qu'environ 20 000 Tchétchènes supplémentaires allaient être mobilisés et il reste environ 215-218 000 mobilisés qui, eux, n'ont pas encore terminé leur formation, mais elle sera terminée, d'après les informations fournies par Shoigu la semaine dernière, d'ici la fin du mois de novembre, qui portera donc à plus de 300 000 hommes l'effectif complémentaire de cette opération militaire spéciale. On va arriver à quelque chose où les Russes auront une légère supériorité numérique en termes de combattants, mais les Russes conserveront une très grande supériorité en termes de matériel, d'appui, d'artillerie, d'aviation, qui leur donnera de toute façon un ascendant sur les troupes ukrainiennes. Un ascendant qui se perçoit sur le terrain. Les Russes mènent en effet 2 combats de front. On a toujours des frappes dans la profondeur sur l'ensemble des grandes agglomérations ukrainiennes pour continuer ou pour parachever ce qui a été démarré le 10 octobre dernier en ce qui concerne la destruction des infrastructures électriques. On a eu une nouvelle vague lundi 31 octobre qui a frappé les installations hydroélectriques pour les mettre hors circuit, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de grandes difficultés, bien évidemment pour les civils, d'avoir accès à l'électricité, accès à l'eau, mais surtout pour le système ferroviaire ukrainien de pouvoir fonctionner correctement et d'acheminer toute la logistique qui est nécessaire sur le front. Sur le front, l'armée russe s'est effectivement concentrée au niveau de ses efforts offensifs dans le secteur de la République populaire de Donetsk. On a plusieurs attaques limitées géographiquement, mais qui se multiplient sur l'ensemble de la ligne de front, de telle sorte à ce qu'elle soit morcelée et cassée à terme, afin de libérer les abords de la ville de Donetsk le plus rapidement possible, parce que la population civile ne supporte plus les bombardements ukrainiens qui sont quasiment quotidiens et qui continuent de faire des victimes dans la population. Une situation de guerre qui dure, de plus en plus difficile pour la population ukrainienne. Et bien que les médias occidentaux se plaisent à inventer des pénuries d'armes côté russe, il semble que les stocks soient encore bien pourvus. Après l'attaque qui a eu lieu lundi dernier, le 31 octobre, on se rend compte que les stocks de missiles de croisière russes semblent toujours en capacité de permettre ce genre de frappe. On a bien évidemment, en parallèle à ces frappes de missiles, l'emploi permanent des fameux drones suicides iraniens, des fameux drones suicides russes Lancet, qui eux continuent de frapper des cibles militaires en priorité. Donc aujourd'hui, on voit pas se dessiner une pénurie particulière. On sait néanmoins que
les Russes sont en train de régler un contrat avec l'Iran pour acquérir de nouveaux missiles balistiques de moyenne portée. Alors, est-ce pour avoir des stocks supplémentaires? Est-ce pour remplacer leurs stocks? Là, pour le moment, il n'y a pas d'informations claires sur cet aspect, mais il est évident que les frappes peuvent continuer, peut-être pas forcément au même rythme, mais l'arsenal russe semble toujours à la hauteur des attentes de l'état-major pour mener ce genre de mission. De quoi assurer un conflit pendant encore de nombreux mois, à moins qu'enfin la paix revienne au centre des intérêts. Provocation ou lâcheté, difficile de saisir l'idée qui se cache derrière la présentation du futur projet de loi sur l'immigration par les ministres de l'Intérieur et du Travail. Un projet monté en épingle malgré des mesures anecdotiques et de nombreux cadeaux à destination des clandestins. Explication. J'ai résumé les choses dans le journal Le Monde en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents émigrés, qui sont venus en France pour travailler courageusement, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Nouvelle escroquerie politique en vue. Le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ont présenté ce mercredi matin via Le Monde certains aspects de leur futur projet de loi immigration prévu pour les mois à venir. Un projet dont la fermeté ne sera évidemment que de façade. En réaction à l'assassinat de la jeune Lola par une Algérienne en situation irrégulière sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, Gérald Darmanin s'est senti obligé d'expliquer dans un premier temps que le gouvernement souhaitait diminuer le nombre de catégories de recours possibles lorsqu'une OQTF est prononcée, et ce, afin d'accélérer le processus d'expulsion. Une promesse qui n'engagera que ceux qui la croient. On apprend également que toutes les OQTF seront inscrites au fichier des personnes recherchées. Mais pas de panique pour les clandestins, l'idée n'est pas de traquer les illégaux, comme la presse et l'extrême gauche tentent d'ores et déjà de le faire croire par une réinterprétation fallacieuse, mais de l'aveu même des ministres de pouvoir constater que la personne repart, comme par exemple lorsqu'elle reprend l'avion. Les choses sont donc claires, il ne s'agira que d'une énième tâche administrative aléatoirement appliquée. Les Français peuvent continuer à trembler pour la sécurité de leurs enfants. Une autre grande mesure du projet de loi interpelle et devrait avoir de lourdes conséquences. En effet, un titre de séjour spécial métier en tension pourrait voir le jour. L'objectif, faciliter le travail des immigrés, y compris ceux en situation irrégulière, c'est-à-dire les clandestins présents en France illégalement. Ces derniers pourraient alors prétendre à travailler dans les secteurs dits en tension, un bien vaste domaine indéfini n'ayant aucune limite dans le temps. Alors que certains médias, BFM TV en tête, ont réagi à la sortie médiatique des deux ministres en parlant d'offensive contre l'immigration, c'est en réalité tout le contraire qui se profile. Les mesurettes sécuritaires et les quelques phrases chocs de Gérald Darmanin sont balayées par des propositions démontrant plus que jamais qu'extrême gauche et grands patrons mondialistes marchent main dans la main avec la bénédiction du gouvernement. Olivier Dussopt l'admet, ce titre de séjour spécifique sera mis en place pour régulariser une situation déjà existante. Autrement dit, c'est la prime à la clandestinité. Voilà peut-être un nouveau tournant majeur dans la politique migratoire française. Oubliez la reprise en main des frontières nationales, place à un nouvel appel d'air. Une fois encore, le message est clair, la France est prête à régulariser à tout va. Notons d'ailleurs que ce titre de séjour offrira une protection sociale aux clandestins, le tout évidemment payé par vos impôts. En réponse aux questions du Monde, les ministres attaquent le Rassemblement national. En effet, d'après eux, le RN ne pourra plus, je cite, faire le coup du travail volé aux Français, car les titres de séjour concerneront des postes qui restent vacants lorsqu'ils ne sont pas occupés par des travailleurs en situation irrégulière. Une vision bien simpliste qui oublie un fondamental. Les travailleurs français doivent-ils accepter de travailler dans les mêmes conditions que les ouvriers au Qatar pour que les pompes aspirantes de l'immigration en France s'enrayent ? Cerise sur le gâteau, Gérald Darmanin affirme que les titres de séjour pluriannuels seront conditionnés à la réussite d'un examen de français, mais que les titres pluriannuels de ceux qui ne posent aucun problème et n'ont pas de casier judiciaire seront quant à eux renouvelés automatiquement.
Notons aussi que le gouvernement n'est jamais à une incohérence près, puisque les naturalisations elles-mêmes sont bien peu regardantes sur la maîtrise de la langue française. Ce grand projet de Darmanin, à grand renfort médiatique, devrait donc faire l'actualité pour Noël avec ses cadeaux aux clandestins, pendant que pour les Français, ça sent toujours le sapin.